Ma copine m'a dit que son ex allait emménager avec nous, temporairement. Ce n'est pas comme s'il dormait dans notre lit, elle a dit, et pensait que j'allais juste accepter. Alors, j'ai fait de la place en emportant tout ce que je possédais, et en résiliant le bail, la laissant seule, dans la rue, sans argent. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie tout pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, commençons la vidéo. Salut les gars, j'ai longtemps hésité à publier ça ou à laisser cette histoire disparaître dans le chaos qu'elle est devenue, mais je pense que certains d'entre vous pourraient s'y reconnaître. Alors voilà. J'ai 31 ans, je suis un homme, et je gère une petite entreprise de travaux. Je reste occupé, je vis proprement, et je ne me mêle généralement pas au drame. J'ai rencontré Riley, une femme de 27 ans, lors d'une petite soirée organisée par un ami. C'était juste un groupe de personnes de différents cercles, qui traînaient dans un appartement exigu, rien de spécial. Elle avait une sorte de présence artistique, elle aimait écrire dans des journaux intimes, avait des tatouages minimalistes, ce genre de trucs. Elle semblait douce, un peu dans la lune, mais gentille. On a parlé un peu, on a échangé nos numéros, on a envoyé des textos pendant quelques jours, puis on a commencé à se voir plus souvent. Ça a commencé de manière décontractée, rien de sérieux. On se voyait quelques soirs par semaine. J'aimais qu'elle soit facile à vivre, ou du moins c'est ce qu'elle laissait paraître. Elle n'était pas tape à accent grave-l'œil, ne se plaignait pas de mon emploi du temps, ne réclamait pas une attention constante. Elle disait qu'elle aimait les mecs indépendants, et qu'elle travaillait sur elle pour devenir plus stable émotionnellement, ou quelque chose comme ça. Après quelques mois, ça a commencé à devenir plus sérieux. On passait presque tous les week-ends ensemble, et de mon côté, le travail marchait bien. La stabilité n'était pas un problème. Elle a commencé à dormir souvent chez moi, puis presque toutes les nuits. Ensuite, elle m'a parlé de la fin de son bail, et à quel point son logement était bruyant et délabré. Elle ne l'a pas demandé directement, mais c'était évident ce qu'elle voulait. Elle faisait des blagues sur le fait qu'on économiserait de l'argent et qu'on n'aurait plus d'espace ensemble. J'ai dit qu'on pourrait chercher un appartement avec 2 chambres, quelque chose de propre, près de mon boulot. J'ai tout payé, la caution, le loyer complet, les charges, les frais d'installation, les meubles. Je l'ai même laissé choisir l'appartement. Elle avait l'air heureuse. Elle a dit qu'elle s'occuperait des courses et d'Internet. À l'époque, ça semblait un bon échange. Au début, tout était normal. Elle cuisinait certains soirs, on regardait Netflix, on allait bruncher le dimanche. Elle a apporté plein de petites décorations, des tableaux de brocante, des guirlandes lumineuses, des porte-encens. Je me fichais un peu de l'ambiance, tant que l'endroit restait propre. Elle continuait à écrire dans ses journaux, et je pensais que ça faisait juste partie de sa personnalité. Puis, environ 3 mois plus tard, quelque chose a changé. Ce n'était pas dramatique au début, mais j'ai remarqué qu'elle gardait toujours son téléphone près d'elle, toujours face contre la table. Elle allait plus souvent seule sur le balcon, disant qu'elle avait besoin d'écrire, de réfléchir, ou de prendre l'air. Elle n'était pas méchante, juste distante, comme si son esprit était toujours ailleurs. Elle a commencé à demander plus de temps seule le soir, à écrire avec des écouteurs, sans lever les yeux quand j'entrais, sans essayer de m'inclure dans quoi que ce soit. Je me suis dit que c'était le stress. Elle disait que le travail était pesant, et qu'elle faisait face à des trucs émotionnels du passé. Elle utilisait souvent le mot « nostalgique ». Elle disait qu'elle revisitait de vieux souvenirs pour avancer. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a dit oui, qu'elle avait juste besoin de traiter tout ça. J'ai essayé de la soutenir. Je ne voulais pas être ce mec qui devient bizarre dès qu'une fille a besoin d'espace. Je me suis dit que ça passerait. Alors, j'ai pris du recul, je faisais les corvées, je continuais à payer toutes les factures, et je ne demandais rien en retour. Mais ce malaise ne passait pas. C'était devenu la norme. Elle ne lançait plus les conversations, ne riait plus à mes blagues, restait sur son téléphone jusqu'à 2 heures du matin, et répondait par un mot quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. J'avais l'impression qu'on partageait juste un espace, au lieu d'être en couple. Je ne savais pas quoi faire face à ça. J'ai essayé de lui laisser de l'espace sans me désengager moi-même. Je faisais à manger, je nettoyais plus que d'habitude, je restais hors de son chemin. J'ai même proposé qu'on parte en week-end.
Elle a dit qu'elle était trop fatiguée, et qu'elle avait trop de choses à gérer. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit qu'elle gérait des choses internes, et qu'elle voulait retrouver un équilibre. Je lui ai acheté un nouveau lot de stylos et un journal en cuir, parce qu'elle avait dit qu'elle voulait repartir à zéro. Elle m'a dit merci, et m'a embrassé sur la joue, comme si elle remerciait un collègue pour avoir pris son poste. Je suis resté là, comme un idiot, à essayer de comprendre ce que je faisais de mal. Le côté physique de notre relation est mort aussi. Avant, elle venait se blottir contre moi la nuit. Maintenant, elle dormait tournée de l'autre côté, toujours fatiguée, toujours enfermée dans sa tête. Quand j'en parlais, elle disait que je me faisais des idées, ou que j'étais trop dramatique, que je ne faisais rien de mal, qu'elle avait juste besoin d'espace. Et ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas le silence. C'était la façon dont elle me faisait sentir, comme un invité dans mon propre appartement. Cet endroit que j'avais payé, meublé, monté chaque carton, réparé les étagères, veillé à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Et maintenant, je marchais sur des œufs autour d'une femme, qui agissait comme si c'était moi qui avais emménagé chez elle. Espace. Temps. Alors, j'ai essayé d'en parler à Nico, mon ancien coloc. Il a dit qu'on dirait qu'elle s'était déconnectée émotionnellement, et qu'elle parlait probablement à quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas l'entendre. Je lui ai dit qu'elle avait juste besoin de temps. Il a levé les sourcils, n'a pas insisté, a juste dit « D'accord mec, j'espère que ça s'arrangera ». J'ai gardé cette idée en tête un moment, en pensant que si je restais solide, elle reviendrait peut-être mentalement. Peut-être qu'elle était dépassée, peut-être qu'elle avait des trucs du passé non résolus, peut-être qu'elle avait peur de l'engagement. Toutes ces choses que j'ai essayé de rationaliser, pour ne pas avoir à accepter l'évidence. Un soir, je suis rentré tôt. Elle ne m'a pas entendu entrer. Elle était assise sur le balcon, les lumières éteintes, en hoodie. Je n'ai pas entendu de nom, ni rien de spécifique, mais le ton était différent. Elle rigolait. Je l'ai surprise en train de faire un appel vidéo avec une amie. Je ne voulais pas écouter, mais elle a dit « Je pense que celui-là est enfin assez stable pour construire quelque chose avec. Il est super routinier, propre, responsable, genre énergie de papa, mais sexy. » Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de ce que je pouvais offrir. Elle n'a jamais parlé d'amour, seulement de sécurité, comme si elle choisissait un bien immobilier, avec un propriétaire fiable. J'ai fait un peu de bruit dans la cuisine pour qu'elle m'entende, et elle est revenue comme si de rien n'était. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je suis juste resté allongé, à me demander ce que je ne savais pas encore, à me demander si je me faisais avoir, ou si j'étais simplement en train d'imaginer des choses, parce que je ne voulais pas affronter ce que tout cela semblait être. J'avais une boule dans l'estomac qui ne s'est pas dissipée pendant des semaines, elle est restée là, comme un avertissement que je continuais d'ignorer. À ce moment-là, je faisais juste les gestes du quotidien, je me levais, je travaillais, je rentrais à la maison, je m'asseyais à l'autre bout du canapé pendant qu'elle gribouillait dans son journal ou envoyait des messages à je ne sais qui. On vivait ensemble, mais on n'était plus vraiment ensemble. J'ai commencé à devenir distant moi aussi, non pas par mesquinerie, mais comme mécanisme de défense. J'ai arrêté de poser des questions, j'ai arrêté de planifier des petites choses pour nous deux, j'ai cessé d'essayer d'attirer son attention. Elle ne l'a pas remarqué, ou alors elle s'en fichait. Dans tous les cas, c'était un silence mutuel. Elle me souriait encore en public, postait encore des photos de nos cafés ou des dîners que je cuisinais, en me taguant parfois, comme si tout allait bien. Mais à la maison, on échangeait à peine 10 mots par jour. Tout l'endroit ressemblait à une salle d'attente, et je ne savais pas ce qu'on attendait. Puis, un soir, elle a lâché ça, de nulle part. Elle m'a dit que son ex lui avait envoyé un message, qu'il allait être redéployé, que son bail était terminé, qu'il n'avait nulle part où aller, et qu'il lui avait demandé s'il pouvait rester chez elle pendant un moment, le temps de remettre les choses en ordre. Elle a dit ça comme si ce n'était rien, comme si elle parlait d'un ami qui voulait emprunter un livre. Elle ne m'a même pas dit qu'elle avait refusé. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore pris de décision, qu'elle y réfléchissait, et qu'elle ne voulait pas être sans cœur. Elle a dit qu'elle se sentait mal parce qu'il n'avait aucun soutien, et qu'il avait juste besoin d'un endroit sûr, le temps de se remettre sur pied. Elle a reconnu que ça pouvait paraître mal, mais que je n'avais pas à m'énerver. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Jusqu'à présent, tout n'avait été que des signes, des comportements étranges. Mais là, c'était une vraie trahison. Pas seulement le fait qu'il lui ait écrit, mais surtout la manière dont elle me l'a présenté. Comme si c'était une demande normale.
Comme si j'étais déraisonnable de ne pas vouloir qu'un autre homme, surtout un ex, dorme sous le même toit que ma copine. Je n'ai pas dit grand-chose après ça. On a eu une petite dispute. Elle a essayé de retourner la situation, m'a accusé d'être contrôlant, de ne pas comprendre ce qu'est le soutien émotionnel, qu'elle essayait juste d'être gentille et mature. Elle a dit, ce n'est pas comme si je lui demandais de dormir dans notre lit. Tu prends ça beaucoup trop personnellement. Comme si la notion de limite était un concept dépassé qu'elle avait abandonné. Ensuite, elle a quitté la pièce en claquant la porte de la chambre et n'a plus parlé de la nuit. Les jours suivants, elle a continué à agir comme si rien ne s'était passé. Elle était normale le jour, distante la nuit. Je lui ai laissé de l'espace. Je n'en ai pas reparlé. Elle pensait que j'avais tourné la page, mais en réalité, j'en avais juste fini avec la conversation. J'étais déjà en train de me détacher mentalement. Cette même semaine, je suis rentré du travail et j'ai trouvé son journal posé sur le lit. D'habitude, elle le gardait dans son sac ou caché dans un tiroir, mais ce soir-là, il était là, en évidence, ouvert à une page, avec un stylo posé dessus, comme si elle avait été interrompue en plein milieu de l'écriture. Je ne l'ai pas feuilleté par curiosité. Je l'ai lu parce que j'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment. Pas ce qu'elle prétendait à voix haute, pas la version filtrée. J'avais besoin de la vérité. Sans détour, sans manipulation. Ce que j'ai lu a confirmé tout ce que je soupçonnais déjà, et bien plus. Elle parlait avec lui bien avant ce message, depuis des mois. Ce n'était pas quelque chose de récent. Elle prenait de ses nouvelles, lui demandait comment il allait, évoquait leurs souvenirs, disait qu'il comptait encore beaucoup pour elle. Elle écrivait qu'il lui manquait, qu'il la faisait se sentir elle-même, plus qu'elle ne se sentait dans l'appartement avec moi. Elle écrivait aussi qu'elle pensait pouvoir me convaincre de le laisser emménager. Elle disait que j'étais logique, facile à raisonner, que si elle présentait les choses correctement, je n'allais pas m'y opposer, et qu'une fois qu'il serait là, les choses pourraient redevenir vraies. Elle voulait qu'il vive avec nous, et elle préparait le terrain, dans mon dos, pour que ça arrive. Je me suis arrêté de lire après ça. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. J'avais toutes les informations nécessaires. Elle se jouait de moi. Elle utilisait l'appartement et ma stabilité comme solution de secours, pendant qu'elle essayait de relancer une relation avec quelqu'un qui l'avait déjà laissé tomber une fois. Quelqu'un qui ne vivait même pas dans le même état, et qui ne pouvait même pas se payer son propre loyer. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas crié. Je suis juste allé me coucher, et je suis resté là, à penser à tous les petits moments qui avaient mené à ça. Comment j'avais tout payé, comment je l'avais soutenu, comment je lui avais laissé de l'espace quand elle en avait demandé, comment je lui avais acheté ce fichu journal pour qu'elle puisse travailler sur ses émotions, sans réaliser qu'elle s'en servait pour planifier ma mise à l'écart. J'ai compris que je n'étais pas en colère. J'en avais juste assez. Je n'avais pas envie de crier, ni de me disputer, ni de réclamer des excuses, parce qu'à ce stade, rien de tout cela n'aurait eu d'importance. Elle avait fait son choix. Moi, je réfléchissais juste à comment réagir sans perdre plus de temps. Le lendemain matin, elle agissait encore comme si tout était normal. Elle a préparé du café, mis de la musique, et m'a demandé si je voulais quelque chose du magasin. Je lui ai dit que non, que tout allait bien. Elle est partie avec son sac habituel, ses clés et ses écouteurs. Je l'ai regardée sortir, et je savais déjà comment cette journée allait se dérouler. Elle pensait m'avoir à sa merci. Le genre de femme qui croit que la gentillesse est une faiblesse, que la patience est de la soumission. Mais moi, je n'ai pas été construit pour supplier. J'ai été construit pour endurer, puis partir en silence, quand les gens me montrent qui ils sont vraiment. Pendant qu'elle planifiait son week-end de guérison. Moi, j'étais en train de planifier sa fête d'expulsion. Je me suis assis et j'ai commencé à chercher des services de déménagement. J'ai appelé Nico, je lui ai dit que j'avais besoin de lui ce week-end, et que je lui expliquerai plus tard. Il a juste dit, dis pas plus, et il a bloqué la date. J'ai regardé notre bail, et j'ai confirmé que j'étais le seul signataire. J'ai vérifié le délai de préavis et les frais de résiliation, puis j'ai passé quelques appels pour préparer le plan de sortie. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait, et je n'avais aucun intérêt à la prévenir. J'ai donc appelé le bureau de location, j'ai demandé ce qu'il fallait pour résilier le bail. Ils ont dit, 30 jours de préavis, ou payer un mois supplémentaire. J'ai dit que je ferais les deux, juste pour être sûr qu'il n'y ait aucun retard. J'ai planifié les déménageurs pour le samedi matin. Elle m'avait déjà dit, plus tôt dans la semaine,
qu'elle allait chez sa cousine pour un week-end entre filles, et qu'elle avait besoin de faire une pause. Ce qui était ironique, étant donné qu'elle n'avait rien fait de stressant depuis des mois, mais je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, cool, profite bien. Le jeudi soir, j'ai emballé mes affaires essentielles et réservé une location à court terme grâce à un ami qui possède un petit condo dans un quartier tranquille, pas loin, avec assez d'espace pour que je puisse me recentrer et n'avoir à rien expliquer à personne. Nico est arrivé le samedi matin avec son camion. Les déménageurs sont arrivés juste après lui. On a vidé tout ce qui m'appartenait, la télé, le canapé, le bureau, le lit, les ustensiles de cuisine. J'ai même pris mon rideau de douche et ma boîte à outils du placard. J'ai laissé la bibliothèque Ikea, l'ancienne lampe sur pied qu'elle avait apportée, et le support à plantes avec 2 succulentes à moitié mortes. Le frigo était déjà presque vide, donc j'ai laissé les quelques trucs qu'elle avait achetés, et j'ai tout débranché avant de partir. J'ai laissé l'avis de résiliation du bail sur le comptoir de la cuisine, avec un mot disant qu'elle devait s'occuper du reste. Puisqu'elle voulait diriger le spectacle, elle pouvait avoir toute la scène. J'ai fermé la porte sans me retourner. J'ai désactivé le partage de position avec elle, supprimé son numéro, bloqué tous ses comptes, et emménagé dans mon nouveau logement le jour même. Ce soir-là, pendant que je déballais mes cartons, Nico m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait fait quelques recherches sur son ex. Il n'était pas curieux par méchanceté, juste intrigué de savoir pour quel genre de mec elle jetait tout ça. Il s'est avéré que ce type n'était pas seulement fauché ou perdu. Il était marié, vivait dans un autre état, et faisait une pause avec sa femme. Nico a trouvé son Facebook, ainsi que celui de sa femme. Les 2 profils étaient toujours actifs, sans aucune mention de séparation ou de divorce. Juste des photos d'il y a 3 mois, à un barbecue dans leur jardin, le bras autour de sa femme et leur chien. Son travail n'était même pas ce que Riley avait dit. Il n'était pas en cours de déploiement. Il n'était pas en service actif. Il était réserviste, à temps partiel, sans horaire, sans ordre. Alors que Riley écrivait dans son journal sur la profondeur de leur lien émotionnel, et sur son envie de l'aider à reconstruire sa vie, ce mec, lui, était déjà marié, jouait à la vie de famille ailleurs, et ne voulait simplement pas payer de loyer. Et elle était assez stupide pour tomber dans le piège. Elle n'essayait pas d'aider quelqu'un dans le besoin. Elle essayait d'impressionner un gars qui était déjà passé à autre chose, et qui l'utilisait comme roue de secours quand ça coinçait chez lui. Quand j'ai entendu ça, je n'ai même plus eu de remords. Tous les doutes ou la culpabilité que j'aurais pu ressentir en quittant l'appartement de cette façon ont disparu. Elle n'était pas seulement déloyale. Elle était complètement dans le déni. Le dimanche, elle est revenue et a découvert un appartement vide. Plus de canapé, plus de lit, plus d'ustensiles de cuisine, plus de box internet, plus d'électricité non plus, puisque j'avais tout résilié. Elle m'a envoyé un seul message pour demander si j'étais parti et si j'allais bien, puis quelques autres pour me demander pourquoi je ne l'avais pas prévenue, disant que c'était immature, et qu'elle ne méritait pas ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé la confirmation de lecture parler pour moi. Elle a continué à envoyer des messages pendant quelques heures, puis plus rien. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message du bureau de location disant qu'elle avait essayé de reprendre le bail à son nom, mais qu'elle n'était pas éligible, ni au niveau des revenus, ni du crédit. Ils lui ont dit qu'elle avait besoin d'un garant, ou qu'elle devait partir à la fin du mois. Elle n'en avait pas, et elle n'allait certainement pas l'avoir de moi. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, jusqu'à ce que je commence à recevoir des messages de ses amis. Ils ont commencé à m'écrire comme par magie, disant que j'avais surréagi, que je ne comprenais pas ce qu'elle traversait, qu'elle voulait juste aider quelqu'un et que ça ne voulait rien dire de plus. Ils m'ont traité de contrôlant, d'insécure, de froid, tous les mots à la mode. Ils ont ignoré le fait qu'elle avait menti pendant des mois, écrit dans son journal qu'elle voulait me remplacer, et essayé de faire emménager un homme marié dans l'appartement comme si c'était juste un service. Ils ne voulaient pas de fait, ils voulaient juste un méchant. Je ne leur ai pas répondu non plus. Je n'étais pas intéressé à redorer mon image dans leur petit groupe. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient. J'étais déjà parti. J'avais déjà tourné la page. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle n'avait pas seulement perdu un petit ami ou un toit. Elle avait perdu tout levier. Parce que son plan n'incluait pas le fait que Glenn n'allait pas vraiment venir s'installer. Il avait juste besoin d'une échappatoire temporaire. Et une fois qu'elle n'a pas pu lui offrir ce qu'il attendait, il allait partir, comme toujours. La semaine après mon départ, tout s'est effondré pour elle, rapidement. Elle ne pouvait pas reprendre le bail à son nom. Elle ne gagnait pas assez, et son crédit était fichu.
Elle a essayé de demander à sa mère de se porter garante, mais ils ont refusé, à cause de ses paiements manqués, déjà signalés dans le système. Elle avait un mois de retard sans même le savoir, parce que je couvrais discrètement, juste pour éviter des disputes inutiles. Le bureau lui a donné 10 jours pour quitter les lieux ou payer en totalité. Elle ne pouvait faire ni l'un ni l'autre. Alors elle est restée là à attendre, espérant trouver une solution. Et cette solution s'est avérée être lui. Glenn est arrivé 3 jours plus tard, pensant sans doute qu'il allait débarquer dans un plan tout prêt, pas de loyer, pas de facture, juste elle et un appartement tout équipé pour l'accueillir. Mais ce qu'il a trouvé, c'était un espace à moitié vide, sans internet, sans électricité, sans meubles, et avec une lettre de mise en demeure posée sur la table. Il a compris la situation très vite. Elle ne lui avait pas dit la vérité. Elle avait probablement arrangé les choses, comme si elle avait tout sous contrôle, comme si elle avait juste besoin de quelques semaines, et qu'il aurait un endroit où rester pendant qu'il remettait de l'ordre dans sa vie. Mais une fois sur place, il a vu la réalité en face, elle n'avait rien. Aucun plan de secours, aucun revenu, aucune stabilité. Juste un fantasme et un appartement vide qui ne lui appartenait même pas. Il est resté une nuit, c'est tout. Le lendemain matin, il était parti. Il avait pris certaines de ses affaires avec lui, y compris l'iPad que je lui avais offert, un bracelet en or qu'elle portait souvent, et l'ordinateur portable de travail qu'elle n'était même pas censée ramener chez elle. Elle a essayé de l'appeler, mais il l'avait bloqué. Elle a découvert par une connaissance commune sur les réseaux sociaux qu'il était retourné en Louisiane, dans la même ville où il vivait avec sa femme. Donc toute cette histoire de déploiement, de nouveau départ, c'était complètement inventé. Elle a essayé de faire diversion, en postant des trucs vagues et émotionnels sur sa story. Elle a dit qu'elle traversait une phase de guérison, que les gens l'avaient utilisée, qu'elle apprenait à se faire confiance de nouveau. La tactique habituelle pour éviter d'admettre qu'on s'est fait avoir. Elle a désactivé les commentaires, et n'a répondu à personne publiquement. Mais en coulisses, elle était désespérée. Elle envoyait des messages pour demander de l'aide, demandait si quelqu'un avait une chambre libre, si quelqu'un connaissait une personne qui pouvait parler au bureau de location pour elle. Elle m'a même retexté, disant qu'elle avait besoin de me parler 5 minutes, qu'elle me devait des excuses et qu'elle voulait s'expliquer. Je l'ai laissée en vue, et j'ai continué ma journée. J'ai commencé à recevoir des messages de ses amis aussi. Des numéros inconnus, de gens qu'elle fréquentait autrefois. Ils disaient que je n'aurais pas dû la couper comme ça, que j'étais sans cœur, que j'aurais dû faire preuve de plus de patience, parce qu'elle était clairement dans une période sombre. Ils essayaient de me faire culpabiliser, comme si je l'avais juste ghosté sans raison. Alors qu'en réalité, elle préparait le terrain avec un autre homme, tout en dormant sous mon toit. Ils ont ignoré tout ce qu'elle avait fait, les mensonges, les manigances, la façon dont elle m'avait utilisé comme filet de sécurité, pendant qu'elle construisait un plan B avec un homme marié qui l'a quitté dès que les choses sont devenues réelles. Ils disaient qu'elle essayait simplement d'aider quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. Mais ils ont oublié de dire que ce type avait déjà une femme, une maison, une vie ailleurs, et qu'il cherchait juste à profiter de la situation, en se faisant passer pour un homme perdu. Son ami Ava a fini par dire à Nico que Riley s'était fait expulser. Elle avait essayé de rester après la date de fermeture, et la direction a appelé la police. Elle a dû emballer ce qu'il restait de ses affaires et retourner vivre chez sa mère, dans une ville à 1 heure de route. Elle a aussi perdu son travail, parce qu'elle n'a jamais rendu l'ordinateur portable que Glenn avait pris, et qu'elle avait essayé de couvrir son absence avec un faux rapport. Ils ont découvert la vérité, et l'ont virée. Donc en quelques semaines, elle est passée d'une vie dans un bel appartement, loyer payé, sans stress, sans pression, à plus de logements, plus d'emplois, plus de relations, et plus aucun plan de secours. Juste une pile de captures d'écran, de textos, et des pages de journal mensongères à relire. Et je ne me suis pas senti mal, pas une seule seconde. Parce que rien de tout cela n'était un accident. Elle n'était pas perdue. Elle n'était pas confuse. Elle était égoïste. Elle pensait pouvoir mener 2 vies à la fois, et me garder pour le confort, tout en courant après un fantôme du passé. Et tout a explosé en plein visage. Sierra, une de ses anciennes amies proches, m'a dit plus tard que Riley avait tout avoué. Elle avait dit qu'elle pensait pouvoir me convaincre, que si elle me parlait doucement et rendait ça anodin, je finirais par accepter que Glenn emménage. Juste assez longtemps pour qu'il se sente en sécurité, et ensuite les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Peu importe ce que ça voulait dire. Elle n'avait jamais envisagé ce qui se passerait si je disais non. Elle n'a jamais cru que je partirais. Elle pensait que je plierais comme je l'avais toujours fait,
ou que je resterais assez longtemps pour qu'elle me fasse porter le chapeau quand les choses tourneraient mal. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, elle devait tout expliquer à tout le monde, sans aucun endroit pour se cacher. Environ 2 semaines après son expulsion et son blocage sur tous mes comptes, je pensais que c'était fini. J'étais retourné à ma routine, travail, sommeil, matinée tranquille avec mon café, sans fumée d'encens passive-agressive dans l'air. Tout semblait plus léger, apaisé. Mais ensuite, j'ai reçu une notification de ma banque, concernant une nouvelle demande sur mon crédit. Je n'ouvre jamais les emails suspects, mais celui-là venait directement de mon compte. Une alerte signalant une tentative suspecte de demande de carte de crédit à mon nom. Ce n'étaient pas toutes mes informations exactes, mais suffisamment proches pour déclencher une alerte. Je n'y ai pas prêté trop attention jusqu'à ce que j'appelle pour vérifier. Et l'agent au téléphone m'a dit que la demande venait d'une adresse IP située dans le même quartier que mon ancien appartement et celui dont Riley venait justement de se faire expulser. C'est là que tout a fait sens. Elle avait encore certaines de mes infos, issues du bail, peut-être une copie de ma pièce d'identité utilisée pendant la signature, qui sait. Je me suis rappelé lui avoir montré une fois mes identifiants de compte pour les factures sur mon téléphone, quand on emménageait. À l'époque, je n'y avais pas réfléchi. Maintenant, je m'en voulais. J'ai gelé mon crédit ce soir-là. Mis des alertes de fraude partout. Déposé un signalement pour avoir une trace officielle. Il n'y a pas eu de préjudice financier important, aucune transaction n'a été validée, mais c'est l'intention qui m'a touché plus que tout le reste. Je savais qu'elle était manipulatrice. Je savais qu'elle utilisait les gens. Mais je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Voler, mentir, c'est une chose. Utiliser l'identité de quelqu'un, c'en est une autre. C'est ce que font les gens quand ils ne te voient même plus comme une personne. Juste comme une ressource, un code d'accès ambulant. Je ne lui ai pas envoyé de message, je ne l'ai pas menacé. Je voulais une trace écrite, pas une confrontation. J'ai tout consigné, les eurodatages, la confirmation de l'IP pour la demande de carte, même des captures d'écran du bureau de location et des emails montrant son refus pour manque de revenus. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je ne comptais pas me faire piéger si elle tentait un nouveau coup. 3 jours plus tard, comme une horloge, elle m'a envoyé un email. Cette fois, c'était plus long. Ça commençait par les classiques, je suis désolé que ça se soit terminé ainsi, j'aurais aimé qu'on puisse parler comme des adultes. Puis ça a viré. Ça sonnait plus comme une proposition commerciale que des excuses. Elle disait qu'elle essayait de reconstruire sa vie, qu'elle avait besoin d'un nouveau départ, et un petit coup de main pour revenir sur les rails. Elle a même eu l'audace de mentionner des responsabilités partagées, liées à l'appartement, comme si je lui devais une part de ma sortie. Elle a terminé avec « Je sais que tu es probablement encore en colère, mais je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais juste dans un mauvais état mental et j'ai paniqué. Je pensais que tu comprendrais si je t'expliquais. J'allais te le dire, je ne savais juste pas comment. » Elle n'a pas dit ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas avoué directement. Mais les mots en disaient long. Elle savait. Elle se doutait que j'avais vu l'alerte, que j'avais compris. Alors elle a essayé d'adoucir, de contourner, de faire passer ça pour une erreur au lieu de ce que c'était, une fraude. Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé l'email et je l'ai ajouté au dossier que je constituais. Je l'ai laissé de côté quelques jours de plus. Pas par hésitation. Je voulais juste être sûr d'agir avec logique, pas sur l'impulsion. Riley était du genre à franchir toutes les limites, puis à faire semblant de ne pas comprendre quand les conséquences tombaient. Je n'allais pas lui laisser l'occasion de me traiter d'émotionnel ou de dramatique. Alors j'ai appelé la division des fraudes non urgentes du comté. Je leur ai tout expliqué, la fausse demande, la chronologie, l'expulsion, la rupture, l'adresse IP de notre ancien appartement. J'avais déjà un dossier ouvert avec le service fraude de ma banque. Ils ont connecté les points rapidement. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui. L'agent qui a pris ma déposition m'a dit que ce n'était même pas son premier cas similaire ce mois-ci. Il a dit que beaucoup de gens deviennent audacieux une fois qu'ils pensent n'avoir plus rien à perdre. Riley était un cas d'école. La guérisseuse fauchée qui se tourne vers la fraude quand ses rêves de blog lifestyle s'effondrent. Je leur ai remis les documents, les captures d'écran, les en-têtes de mai, les alertes de crédit, les dossiers de location prouvant qu'elle n'avait jamais été sur le bail. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de suivi. Ils avaient tracé l'IP et confirmé qu'elle venait bien de l'endroit dont elle avait été expulsée. Ils ont dit que la demande avait été rejetée pour informations incomplètes,
mais qu'étant donné qu'elle avait été tentée avec assez de données personnelles et liées directement à son appareil, ils avaient ce qu'il fallait. Ils ouvraient une enquête et allaient lui envoyer une lettre officielle. Tout ça ne ressemblait pas à de la justice. C'était juste nécessaire. Comme verrouiller sa porte la nuit. Il s'agit de savoir ce qui existe dehors et de ne pas être assez naïf pour croire qu'on est en sécurité juste parce qu'on a quitté la maison en ordre. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qui s'est passé ensuite. Je ne sais pas si elle a été inculpée, condamnée, ou simplement effrayée. Je n'avais pas besoin de le savoir. Ma part était faite. J'ai parlé, présenté les faits, et je me suis écarté. Elle ne saura jamais à quel point elle est passée près de s'en tirer. Si je n'avais pas vérifié cette alerte de crédit, si je n'avais pas gelé mes comptes, si je ne m'étais pas souvenu des petits détails, elle aurait pu aller plus loin. Elle aurait peut-être réussi. Puis, elle a envoyé un dernier message. Et c'est là que tout a basculé. Elle a abandonné le ton triste et est passée directement à l'arrogance. Elle a dit que j'étais insécure. Que j'avais sauté sur la première excuse pour fuir, parce que je ne supportais pas qu'elle soit proche d'un autre. Elle a dit que j'avais utilisé la situation pour éviter de confronter mes propres peurs et faiblesses. Qu'elle n'avait jamais dit vouloir me quitter, et que je l'avais abandonnée au lieu de me battre pour nous, comme un vrai homme l'aurait fait. Elle a dit que si je tenais à la relation, j'aurais posé des questions, insisté, essayé plus fort, au lieu de partir comme un lâche mesquin. Que j'étais incapable de gérer les vraies émotions, et que j'avais fui dès que ça devenait inconfortable. J'ai répondu une fois. Je lui ai dit qu'elle était écœurante de retourner la situation, comme si elle n'avait pas passé des mois à cacher une autre relation et à planifier de faire emménager un homme marié dans notre appartement. Je lui ai dit qu'elle était égoïste et complètement déconnectée de la réalité. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas jouer la victime juste parce que son petit plan avait explosé au visage. Je lui ai dit de supprimer mon numéro et d'arrêter de me contacter. Je n'avais pas de temps pour ces conneries. Je ne voulais pas de sa version de la clôture. Après ça, je l'ai bloqué partout et je suis passé à autre chose. À peu près au même moment, Nico et moi avons décidé de faire quelque chose qu'on envisageait depuis un moment. Il a relancé l'idée, si Glenn était marié et que sa femme ignorait ce qu'il faisait, elle méritait de le savoir avant qu'il recommence ailleurs. J'étais d'accord. Ce n'était pas pour le drame. On pensait juste que quelqu'un devait dire la vérité. On a retrouvé son profil Facebook, on lui a envoyé un message depuis un compte secondaire. Simple, direct. On a exposé les faits. On lui a montré des photos du journal de Riley, où elle écrivait qu'elle comptait me convaincre de laisser Glenn emménager. On lui a montré des captures de textos de Riley, où Glenn parlait de venir, de recommencer à zéro, tout en étant encore clairement marié. Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais une semaine plus tard, elle a envoyé un message court, direct, elle nous remerciait de l'avoir prévenu. Elle avait un pressentiment, et elle était reconnaissante pour l'alerte. Pas de drame, pas de question. Juste fini. Avance rapide, 6 semaines plus tard, Nico reçoit un autre message d'elle. Cette fois avec une mise à jour complète. Elle a dit qu'elle avait divorcé, vidé ses comptes, pris la maison, la voiture, les comptes communs. Il ne lui restait plus qu'un sac de sport et un canapé chez un pote. Il avait essayé de revenir, elle lui avait claqué la porte au nez. Elle lui a dit de se débrouiller seul, puisqu'il était si doué pour recommencer. Elle nous a remerciés encore une fois. Et c'était terminé. Pendant ce temps, Riley était de retour sur les réseaux, comme si c'était elle qui avait été trahie. Citation vague sur la guérison et le pardon. Selfies passif-agressif. Elle taguait des marques imaginaires, comme si elle essayait encore de faire tourner un blog lifestyle depuis la maison de sa mère. Sans emploi. Sans diplôme. Sans plan B. Les gens autour d'elle ont commencé à s'éloigner aussi. Ses amis ont arrêté de liker ou commenter. Les connaissances communes ont cessé de la défendre. Une fois que toute l'histoire est sortie, les textos, le journal, l'expulsion, tout l'a rattrapé. Et plus personne ne voulait être associé à ce désastre. Nico et moi, on n'en a plus vraiment reparlé après ça. Une fois que la femme de Glenn nous a dit ce qu'il en était, il n'y avait plus rien à dire. Elle a eu sa justice, et moi j'ai eu ma paix. Riley pensait sûrement qu'elle aurait une seconde chance, ou au moins de l'attention. Elle pensait que je reviendrais, ou que l'histoire s'adoucirait avec le temps, deviendrait un malentendu. Au lieu de ça, elle a eu le silence radio. Et un rappel que certains ponts ne brûlent pas seulement, ils sont rasés. Au final, ils ont tous les deux eu ce qu'ils méritaient. Et moi, j'étais déjà 3 pas dans le chapitre suivant.
Nouveau logement. Pas de drame. Pas de confusion. Je n'avais pas besoin d'un retour, ni d'un poste de vengeance. J'avais juste besoin d'espace. Et c'est exactement ce que j'ai pris.